Le sol tremblait. Non, c'était moi qui tremblais, blotti dans l'abri anti-panique, mon petit Julien serré contre ma poitrine. Le vacarme au-dessus de nous était assourdissant. Des vitres qui éclataient, des tirs à répétition, des cris. J'avais les yeux rivés sur l'écran de surveillance, une mosaïque de fumée et de flash blancs. Le salon, cette immense pièce en verre que Julien aimait tant, était devenu un enfer. Comment en étais-je arrivé là, moi? Sophie, la bonne invisible, a écouté une guerre se dérouler au-dessus de ma tête, avec le fils de cet homme entre mes bras. C'était absurde. Il y a quelques mois encore, ma vie était juste un linceul de grisaille, entre le deuil de ma petite Marguerite et le vide que Jack avait laissé derrière lui. Je polissais des argenteries dans une de ces maisons somptueuses du 16e arrondissement de Paris, une façade pour des affaires que je ne comprenais pas, mais dont je sentais le poids sourd. C'était la propriété de Julien Moreau, un nom que tout le monde chuchotait avec une révérence teintée de pur. On l'appelait le boucher de Marseille, même si sa base principale était ici, près de Lyon, dans ce que tout le monde considérait comme son domaine. Quand je suis arrivé, j'étais une ombre. Les règles étaient claires. Pas de contact visuel, pas de paroles inutiles. J'étais là pour nettoyer, disparaître. Et je le faisais. Mon existence était aussi effacée que mes souvenirs, du moins ceux qui faisaient trop mal. Mais le destin, ou peut-être une force plus sombre, en a décidé autrement. C'était un mardi pluvieux, je crois, ou un mercredi. Les jours se confondaient, surtout après la nuit. Oui, c'était une nuit. La nuit où les pleurs et les pleurs de petit Julien ont déchiré le silence de la maison. Ces pleurs, je les entendais à travers les bouches d'aération, même dans ma petite chambre au rez-de-chaussée, une pièce impersonnelle à l'arrière, loin de tout. Chaque sanglot résonnait en moi, un écho cruel de ma propre perte. Mon corps, sans y penser, sans que ma tête n'ait le temps de protester, produisait encore du lait. Un lait pour personne, une douleur physique lancinante. Je ne me souviens plus exactement comment je me suis retrouvé devant la porte de la chambre d'enfant. Je savais que c'était interdit, que le petit Julien était le sien, le fils que la défunte Marie lui avait laissé. Marie, un fantôme qui planait sur la maison, un parfum de vanille et de jasmine qui imprégnait les rideaux et les pensées. On disait que Julien ne s'approchait jamais de son fils, qu'il ne supportait pas de voir ses yeux, trop semblables à ceux de sa mère. Un échec cuisant, disait-on, une faille dans l'armure de l'homme le plus craint de la ville. Moi, je voyais juste un bébé affamé qui refusait tout. Les nourrices, elles, ne tenaient pas. Elles défilaient, effrayées par l'ambiance ou par le désespoir silencieux du petit. Je l'ai trouvé là, dans son berceau, un petit paquet rougeoyant de chagrin. Il hurlait, un cri rauque, désespéré. Mon cœur de mère, celui qui avait été brisé et enterré, s'est serré. Je l'ai pris dans mes bras. Il était si chaud, si petit. C'était comme tenir ma propre Marguerite, juste un instant. Mon instinct a pris le dessus, ce besoin irrépressible d'apaiser. Avant même de réfléchir, avant même de peser les conséquences, il était déjà là, tétant avidement, mon corps répondant comme si c'était ce qu'il attendait depuis des semaines. Le silence est tombé, un silence sacré, et c'est là que la porte s'est ouverte. La suite, je ne l'ai pas vécue, je l'ai plutôt ressentie. J'ai senti le souffle froid de la peur, le poids d'une arme braquée sur moi. Julien se tenait là, dans l'ombre, une silhouette imposante, terrifiante. Son visage, dans la pénombre, était une statue de granit. Seulement cette fois, elle était traversée par une fureur glacée. Il m'a demandé mon nom, avec cette voix rauque que je connaissais. Sophie Moreau, lui ai-je dit, enfin, mon nom de famille. Il m'a demandé pourquoi. Pourquoi j'avais fait ça? Mes larmes coulaient. Je lui ai dit pour Marguerite, ma fille, morte-née il y a quelques semaines à peine. 2 tragédies dans la même pièce. Un homme sans femme, un enfant sans mère. Une femme sans enfant, mais avec ce qui lui manquait. Je me souviens de l'avoir vue vaciller. Juste un instant.
Ce moment où la colère a fait place à, je ne sais pas, une reconnaissance silencieuse. Puis la rage était revenue. Partez, hors de ma maison! C'est ce qu'il a hurlé. J'ai posé délicatement petit Julien dans son berceau. Il a recommencé à pleurer. Et j'ai couru comme si ma vie en dépendait, laissant derrière moi mon sac, mon manteau, ma dignité. Je ne sais plus combien de temps j'ai couru sous la pluie glaciale de Lyon, mais je me suis écroulé, transi, sous l'auvent d'une boulangerie fermée. J'étais une idiote, une folle. Je savais les règles. Ne jamais le regarder dans les yeux, ne jamais pénétrer son aile privée. Mais la fin de ce bébé, ce silence qu'il avait enfin trouvé contre moi, c'était trop fort. J'ai perdu ma fille, ma petite Margaret, à cause d'un accident de cordon. Mon fiancé, Jack, un mécanicien, m'avait quitté le lendemain de l'enterrement. Le chagrin, les dettes, c'était trop pour lui. J'avais trouvé ce travail chez Morrow parce que c'était discret, bien payé au noir, et que je voulais juste disparaître. Puis la SUV noire, Pierre Leclerc, le bras droit de Julien, aussi vieux jeu que loyal, s'est arrêté à ma hauteur. Son visage était toujours impénétrable, mais dans ses yeux, j'ai cru voir un soupçon de compréhension. Il m'a dit que Julien me voulait, que le bébé hurlait encore et que j'étais la seule solution. J'ai hésité. Je n'avais nulle part où aller, juste 11 € dans la poche. Et une partie de moi, celle que j'essayais d'ignorer, voulait savoir si le petit allait bien. Alors je suis monté. De retour au manoir, l'ambiance était électrique. Les domestiques couraient dans tous les sens. Les pleurs du petit Julien étaient devenus un son rauque, épuisé. Pierre m'a guidé directement vers la chambre d'enfant. Julien arpentait la pièce comme une bête en cage. Sa chemise déboutonnée, ses manches retroussées laissaient voir des tatouages complexes, des écritures latines. Quand il m'a vu, la rage avait disparu, remplacée par une fatigue creuse et désespérée. « Il ne mange pas », a-t-il dit, sans un salut, sans une excuse. Juste ça, pointant le berceau du doigt. Moment, ici je dois m'arrêter un instant. C'était tellement surréaliste cette situation. J'étais là, la femme qu'il avait virée 1 heure plus tôt, et il me regardait comme si j'étais son dernier espoir. Cet homme, le boucher de Marseille, roi d'un empire sombre et violent, était réduit à l'impuissance face à un bébé de quelques kilos. Et moi, la petite bonne qui avait tout perdu, j'étais sa seule option. C'est ça la vie, non? Elle vous jette dans des situations impossibles, vous pousse dans des coins où vous n'auriez jamais cru aller. On ne s'attend pas à ce que l'homme le plus dangereux du pays vous supplie, même sans le dire. On ne s'attend pas à ce que votre corps, en plein deuil, trouve un sens à travers le besoin d'un autre enfant, et on ne s'attend certainement pas à commencer à ressentir quelque chose pour lui. C'était une faille dans le système, une brèche dans le chaos. Je ne sais toujours pas si c'était de la folie, du désespoir partagé ou une sorte de lien inexplicable. En tout cas, ça a tout changé. Retour à l'histoire. J'ai fait un pas en avant. « Monsieur Morrow? »« Julien, » a-t-il corrigé, le ton toujours vif. « Mon nom est Julien. » Son nom sur mes lèvres. Dangereux. Je lui ai dit que je n'étais pas une nourrice, juste une femme de ménage. Il a sorti une liasse de billets, au moins 5 000 €. « Nourris-le, » a-t-il commandé. J'ai regardé l'argent, puis lui. « Je ne suis pas une prostituée, Monsieur Morrow. Vous ne pouvez pas acheter mon corps. » Ses yeux se sont rétrécis. « J'achète un service. Mon fils meurt de faim. Vous avez ce qu'il lui faut. C'est une transaction. » Mais pour moi, ce n'était pas ça. Ce n'était pas une transaction. C'était du chagrin. Le chagrin que je sentais. Et le sien que je commençais à comprendre. Je lui ai dit que ça me rappelait ce que je n'avais plus. Il s'est figé. Pour la première fois, il m'a vraiment regardé. Il a vu mes cernes, mes mains tremblantes, l'ourlet effiloché de ma robe. Et il a reconnu le regard dans mes yeux, le même que le sien. Il a lentement baissé l'argent. « Je sais, a-t-il dit,
d'une voix presque inaudible. Je sais ce que c'est de regarder un enfant et de voir un fantôme. La vulnérabilité dans sa voix. C'était un père brisé, pas le monstre. J'ai contourné la table et pris petit Julien dans le berceau. Il était brûlant, son petit visage marbré. Dès qu'il a senti ma chaleur, il a tourné la tête, cherchant ma poitrine. Je me suis assise dans le fauteuil à bascule. J'ai regardé Julien. Tournez-vous. Il n'a pas protesté. Il s'est tourné vers la fenêtre, dos à moi. J'ai ajusté ma robe, et petit Julien a tété. Un silence épais est tombé sur la pièce. Immédiat, profond. C'était presque sacré. Il mange? A demandé Julien, toujours dos à moi, face à la pluie. Oui, ai-je murmuré. Des larmes m'ont picoté les yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Mon corps avait de nouveau un but. La douleur dans ma poitrine s'est apaisée. Nous sommes restés ainsi pendant 20 minutes. La pluie, le rythme de la respiration du bébé, et nous deux adultes brisés dans la pièce. Tu restes, a dit Julien, toujours de dos. Monsieur, vous ne nettoyez plus. Vous ne frottez plus les sols. Vous habitez ici, dans la suite d'invités à côté de la chambre d'enfants. Vous vous occupez de petit Julien. Je ne pouvais pas. 10 000 € par mois, a-t-il coupé court. Assurance maladie complète. Confidentialité absolue. Personne ne vous dérange, vous ne répondez qu'à moi. C'était une somme folle. La sécurité. Mais aussi un piège. Et quand mon lait se tarirait, quand il n'aurait plus besoin de moi. Julien s'est retourné. Il m'a regardé tenant son fils. Pour la première fois depuis des mois, le nœud dans sa poitrine s'est légèrement relâché. Alors, nous franchirons ce pont, a-t-il dit. Mais pour l'instant, vous êtes la personne la plus importante de cette organisation, Sophie Moreau, parce que vous maintenez l'héritier en vie. Il est allé à la porte. Pierre apportera vos affaires. Bienvenue dans la famille. Quand la porte a cliqué, j'ai regardé petit Julien. Il dormait, ivre de lait, paisible. Dans quoi nous sommes-nous embarqués, petit? Ai-je chuchoté. Je ne savais pas encore que je n'avais pas juste accepté un travail. J'étais entré au cœur d'une cible. La transition de bonne invisible à femme la plus protégée de Lyon a été brutale. Ma nouvelle chambre était plus grande que tout l'appartement que j'avais partagé avec Jack. Des papiers peints en soie, une salle de bain avec une baignoire profonde donnant sur les toits de la ville et un dressing rempli de vêtements que je n'avais pas choisis. Pierre les avait apportés le lendemain de mon emménagement. Le patron ne veut pas que vous portiez des haillons, avait-il dit, en déposant des housses pleines de pulls en cachemire, de hauts d'allaitement en coton doux et de jeans qui coûtaient plus cher qu'une voiture d'occasion. Je me sentais comme une imposteur. Mes journées, je les passais dans la chambre d'enfant, à bercer petit Julien, à lui chanter des chansons que j'avais apprises de ma propre grand-mère, à arpenter la pièce. Le bébé prospérait. Ses joues se remplissaient, les rougeurs laissant place à une peau claire et saine. C'était un enfant magnifique, avec une gravité qui rappelait à mon cœur endolori son père. Julien était un fantôme dans sa propre maison. Il partait avant l'aube et revenait longtemps après que j'aie couché petit Julien. Mais sa présence était partout. Dans les gardes postés au bout du couloir, dans les fleurs fraîches qui apparaissaient chaque matin sur la table de la chambre, des lits blancs, les préférés de Marie, sa femme défunte. Il a fallu une semaine avant que je le revoie. C'était tard, après minuit. J'étais dans la cuisine, à la recherche d'un verre d'eau, vêtu d'une des robes de chambre en soie que Pierre avait fournies, une chose bleu pâle qui glissait sur ma peau comme de l'eau. J'ai tourné au coin et j'ai failli me heurter à un mur de muscles. Julien se tenait près du réfrigérateur ouvert, une bouteille de bière à la main. Il était torse nu. J'ai haleté et reculé, mes yeux parcourant malgré moi son corps. Il était terrifiant de puissance, une carte de cicatrices et de muscles. Une longue cicatrice en zigzag courait de ses côtes à sa hanche. Un coup de couteau, j'ai deviné. Une autre marque de balle sur son épaule.
Il ressemblait à une carte de guerre. Je, je ne savais pas que vous étiez rentré, ai-je balbutié, resserrant ma robe de chambre autour de mon cou. Julien n'a pas bougé. Il a bu une gorgée lente de sa bière, ses yeux suivant mes mouvements. Il avait l'air épuisé, les ombres sous ses yeux profondes. « C'est ma maison, Sophie », a-t-il dit, sa voix rocailleuse de fatigue. « Je suis généralement là, même quand vous ne me voyez pas. Je voulais juste de l'eau. » Il a tendu le bras derrière lui et a attrapé une bouteille d'eau et l'a fait glisser sur l'île de marbre vers moi. « Comment va-t-il? »« Il va bien, » ai-je dit, agrippant l'eau comme une bouée de sauvetage. Il a souri aujourd'hui, un vrai sourire, pas juste un gaz. L'expression de Julien s'est adoucie, juste une fraction. Il a souri. Oui, je lui chantais « You are my sunshine ». Il m'a regardé et a souri. Julien a détourné le regard, fixant le salon sombre. Marie chantait ça. Le nom a flotté dans l'air, lourd et aigu. « Je peux arrêter », ai-je dit rapidement. « Si c'est trop douloureux. » « Non, » a coupé Julien. Il a contourné l'îlot, s'arrêtant à quelques centimètres de moi. Il sentait la fumée de cigare, la poudre à canon et le savon cher. L'odeur était enivrante et dangereuse. Continuez à la chanter. Il a besoin de se souvenir d'elle, même si moi, je ne peux plus. Il a tendu la main, la faisant planer près de mon visage. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait toucher ma joue. Mon cœur battait la chamade. Je n'avais plus peur de lui. Je ressentais quelque chose d'autre, quelque chose de chaud et de magnétique que je n'aurais pas dû ressentir pour un homme comme lui. Mais il a retiré sa main. « Allez vous coucher, Sophie. Ce n'est pas sûr pour vous de traîner ici. »« Sûr de quoi? » ai-je demandé, enhardi par l'heure tardive. « Vous avez des gardes à chaque porte. » Les yeux sombres de Julien ont rencontré les miens. Sûr de moi. Il s'est retourné et s'est éloigné, disparaissant dans les ombres de la maison. Je suis resté là, frissonnante dans la cuisine chaude. Le goût du danger sur ma langue. Ma bulle d'isolement a éclaté. 2 jours plus tard, j'étais dans la chambre de petit Julien, à plier des grenouillères, quand la porte s'est ouverte avec fracas. Ce n'était pas Julien, c'était une femme. Magnifique, grande, des cheveux noirs de jet tirés en une queue de cheval haut, vêtue d'un tailleur pantalon rouge qui criait l'argent. Elle est entrée dans la pièce comme si elle lui appartenait, ses talons claquant sèchement sur le parquet. « Alors » a-t-elle ricané, me jaugeant avec dédain. « C'est ça la nourrice. » Je me suis levé instinctivement, me plaçant entre elle et le berceau. « Qui êtes-vous? »« Je suis Caroline Dubreuil » a-t-elle dit, affichant un sourire carnassier. « La fiancée de Julien. » Une pierre froide est tombée dans mon estomac. Fiancée? Pierre ne m'avait pas parlé de fiancée. Julien ne m'avait parlé d'aucune femme. Je ne savais pas, et je dis doucement. Bien sûr que non, vous êtes la bonne. Caroline s'est approchée du berceau et a regardé petit Julien avec une expression de léger dégoût. Mon Dieu, il ressemble tellement à Marie. Pauvre chose. J'espère qu'il se débarrassera de ce menton faible. Elle a tendu une main manucurée pour toucher le visage du bébé. Non, ai-je dit sèchement. Caroline s'est figée. Elle s'est retournée lentement pour me faire face. Lavez-vous les mains, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Il a un système immunitaire faible. Vous ne pouvez pas le toucher avec des mains de rue. Caroline en rit, un son froid et cassant. Vous pensez pouvoir me donner des ordres dans la maison de mon futur mari? Écoutez-moi, petite vache à lait. Vous êtes une utilité temporaire. Une fois que ce mioche sera sevré, vous retournerez dans le caniveau où Julien vous a trouvé. Ne vous installez pas. Elle s'est approchée, envahissant mon espace personnel. Et ne regardez pas Julien. J'ai vu comment les bonnes le regardent. C'est un roi. Vous êtes de la poussière. N'oubliez jamais ça. Sortez. La voix est venue du pas de la porte, un grognement grave vibrant de menace. Julien se tenait là. Il portait un costume sombre, son visage était orageux. Le comportement de Caroline a changé instantanément. Elle s'est retournée, une moue se formant sur ses lèvres rouges. Julien, chéri, je vérifiais juste le bébé.
Cette femme était incroyablement grossière. Julien n'a pas regardé Caroline. Il m'a regardé. Il a vu mon visage pâle, ma posture défensive devant le berceau. « Je vous ai entendu », a dit Julien, entrant dans la pièce. Il s'est arrêté devant Caroline. « J'ai entendu ce que vous lui avez dit. »« Oh, s'il te plaît, c'est juste une blague. C'est une employée payée, Julien. Pourquoi êtes-vous si sensible? » Caroline a tendu la main vers son revers. Julien a attrapé son poignet. Il n'a pas serré, mais la prise elle était assez ferme pour que Caroline recule. Il n'y a pas de fiançailles, Caroline. Il n'y en a jamais eu. Votre père a suggéré une alliance. J'ai refusé à plusieurs reprises. Et Sophie n'est pas la bonne, a continué Julien, sa voix tombant d'une octave. Elle est la mère de mon fils en ce moment. Elle le nourrit, elle le réconforte, elle lui donne ce que je ne peux pas. Cela fait d'elle de la famille. Et dans cette maison, on n'insulte pas la famille. Caroline a arraché sa main, son visage rougissant d'humiliation. « Vous choisissez une bonne plutôt que la famille Dubreuil? Mon père ne sera pas content, Julien. Nous contrôlons les syndicats. Vous avez besoin de nous. Je n'ai besoin de personne qui manque de respect à ma maison, » a grogné Julien. « Pierre vous raccompagnera. Si jamais vous vous approchez de mon fils ou de Sophie à nouveau, j'oublierai que je suis un gentleman. » Caroline m'a lancé un regard de venin pur. « Ce n'est pas fini, » a-t-elle sifflé. Elle est sortie en trombe, bousculant Pierre qui attendait dans le couloir avec une expression stoïque. Julien a expiré lentement, ajustant ses manchettes. Il m'a regardé. « Ça va? » J'ai hoché la tête, bien que mes genoux soient faibles. Elle a dit qu'elle était votre fiancée. Elle est délirante. Son père, M. Dubreuil, pousse pour une fusion. Je n'ai aucun intérêt à me remarier. Elle avait raison, cependant, ai-je chuchoté, regardant mes mains. Je ne suis qu'une utilité temporaire. Julien a parcouru la distance entre nous en 2 grandes enjambées. Il a placé un doigt sous mon menton et a incliné ma tête vers le haut jusqu'à ce que je sois forcé de regarder dans ses yeux d'obsidienne. « Vous êtes la seule chose réelle dans cette vie maudite, » a-t-il dit avec férocité. « Ne les laissez jamais vous faire sentir petite. Vous tenez l'avenir de la famille Moreau dans vos bras. Cela fait de vous une reine, Sophie, pas une servante. » L'intensité de son regard m'a brûlé. Pendant 1 seconde, l'air entre nous a crépité d'une tension inexprimée. Puis petit Julien a bougé dans le berceau, poussant un doux cri. Le sortilège s'est rompu. Julien a reculé, le masque de l'homme puissant reprenant sa place. Mais je voyais les fissures dans le granit maintenant, et je savais avec une certitude terrifiante que je tombais amoureuse du boucher de Marseille. 2 semaines plus tard, la bulle a éclaté violemment. Petit Julien devait passer son examen médical des 3 mois. Le docteur Harris, le pédiatre privé de la famille, faisait habituellement des visites à domicile, mais l'équipement spécialisé nécessaire pour une échographie cardiaque, une légère préoccupation signalée par les médecins, se trouvait à la clinique de la Part-Dieu à Lyon. Julien a ordonné un protocole de confinement. 3 voitures, a-t-il aboyé dans son téléphone, arpentant le hall. Je veux le SUV blindé au milieu, une voiture lourde devant. Pierre, tu conduis l'arrière. Je me tenais près de l'escalier, petit Julien dans son porte-bébé. Je portais une simple robe marine et un trench coat. Je me sentais ridicule au milieu des hommes en tenue de combat, tenant des fusils d'assaut. « Tout ça est nécessaire ?» ai-je demandé alors que Julien raccrochait. « Ce n'est qu'un rendez-vous chez le médecin. » Julien s'est approché de moi, vérifiant les sangles du porte-bébé avec un détail obsessionnel. « Dans mon monde, Sophie, à l'instant où tu sors de cette porte, tu es une cible. Marc Fournier fait encore des mouvements. Il sait que je suis vulnérable. »« Vous n'êtes pas vulnérable. » ai-je dit doucement. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux sombres. « Je le suis maintenant. » Il nous a fait monter dans le SUV du milieu. Les vitres étaient teintées et en verre blindé épais. Je me suis assise à l'arrière avec petit Julien.
Julien s'est assis à côté de moi, son corps tourné vers la fenêtre, scrutant la rue. Sa main reposait sur sa cuisse à quelques centimètres de son arme. Le trajet jusqu'à la clinique a été tendu, mais sans incident. La ville défilait dans un flou gris de pluie et de béton. Le rendez-vous s'est bien passé, le souffle était parti. Petit Julien était en parfaite santé. Un poids s'est levé de ma poitrine. Je souriais en sortant de l'arrière de la clinique en direction de l'allée où le convoi attendait. Il est parfait, ai-je dit à Julien, qui me protégeait de la bruine avec un parapluie noir massif. Le Dr. Harris a dit qu'il était dans le 91e percentile pour la taille. Julien a réellement souri. Un vrai sourire, sincère, qui ridait les coins de ses yeux. Un géant comme son père. Nous étions à 3 mètres de la voiture quand le monde a explosé. Une camionnette a crissé dans l'allée, percutant de plein fouet la voiture de tête, la projetant contre le mur de briques. Le métal a hurlé contre le métal. « Embûche !» a crié Pierre depuis le véhicule arrière. Des tirs ont éclaté instantanément. Le tac-tac-tac des armes automatiques a résonné sur les murs étroits de l'allée, assourdissant. Julien n'a pas hésité. Il n'est pas tombé au sol. Il n'a pas cherché son arme. Pas encore. Il m'a attrapé et m'a jeté de force dans la portière ouverte du SUV blindé, me poussant sur le plancher. « Reste au sol !» a-t-il rugi, claquant la lourde porte. « Julien !» ai-je crié, agrippant le siège auto, protégeant petit Julien de mon corps alors que les balles ricochaient sur le verre blindé comme de la grêle. Dehors, c'était le chaos. À travers la vitre, j'ai vu Julien plonger derrière une benne à ordures, son Beretta dégainé. Il tirait avec une précision terrifiante. 2 hommes marqués sont tombés. Pierre et les autres gardes ripostaient, créant un mur de plomb entre les assaillants et la voiture. Mais ils étaient trop nombreux. Une 2e camionnette a bloqué la sortie de l'allée. Des hommes avec des fusils d'assaut ont afflué. Ils portaient des bandanas rouges. Des soldats de Marc Fournier. « Sortez-les d'ici !» a crié Julien au conducteur de notre SUV, un jeune gars nommé Marco. « Je ne peux pas, patron. Nous sommes encerclés !» a hurlé Marco, la panique dans la voix. Une balle a brisé le rétroviseur latéral. Marco a juré, se baissant. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu un homme pointer un lance-grenade. Non, un pistolet lance-fusée modifié sur la voiture. Julien l'a vu aussi. Il est sorti de sa couverture. C'était un mouvement suicidaire. Il a sprinté à travers le trottoir ouvert, les balles soulevant l'eau autour de ses pieds. Il a plaqué l'homme avec le pistolet lance-fusée juste au moment où il appuyait sur la gâchette. La fusée est partie en vrille dans le ciel. Julien a frappé l'homme avec la crosse de son pistolet. 3 coups sauvages qui ont laissé l'assaillant immobile, mais il était exposé. « Julien, attention !» ai-je crié, bien qu'il ne puisse pas m'entendre. Un tireur sur une échelle de secours a visé. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas pensé au verre blindé ou au verrou. J'ai vu l'homme que j'aimais, oui, que j'aimais, sur le point de mourir. Je me suis précipité, j'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte d'un coup. « Derrière vous !» ai-je hurlé. Julien s'est retourné, a levé son arme et a tiré un seul coup. L'homme sur l'échelle de secours est tombé, atterrissant avec un bruit sourd et répugnant. Mais la distraction lui a coûté cher. Un autre tireur blessé au sol a levé un pistolet et a tiré. Julien a reculé, se serrant le flanc. Il est tombé sur un genou. Non. Je suis sorti de la voiture. « Remontez !» criait Pierre, tirant des coups de suppression. J'ai couru vers Julien. Il gémissait, le sang suintant entre ses doigts, tachant sa chemise blanche de cramoisi. « Idiote !» a-t-il sifflé, me regardant avec des yeux grands et terrifiés. « Retourne à la voiture !»« Pas sans vous. » Je l'ai attrapé sous le bras. J'étais petite et il était lourd, un poids mort, mais l'adrénaline est une drogue puissante. « Levez-vous, Julien. Pour petit Julien, levez-vous. » Julien a serré les dents, un rugissement primaire s'échappant de sa gorge, et s'est forcé à se lever, s'appuyant lourdement sur moi. «
Nous avons trébuché vers le SUV. Des balles ont sifflé à côté de nous, l'une d'elles tirant sur la manche de mon manteau. Nous sommes tombés sur la banquette arrière. Pierre, ayant abandonné la voiture arrière, a sauté sur le siège du conducteur, écartant Marco. « Accrochez-vous !» a crié Pierre. Il a jeté le lourd SUV en marche arrière, percutant la camionnette derrière nous. L'armure a tenu. Il a foncé, raclant la peinture et le métal, repoussant l'épave, et a rugi hors de l'allée sur la rue principale. Ils ont filé à toute vitesse, zigzagant dans la circulation, laissant derrière eux la zone de guerre. À l'arrière, le silence est revenu, lourd et sentant le cuivre. Je tremblais violemment. J'ai vérifié petit Julien. Il hurlait, choqué par le bruit, mais indemne. Je me suis tourné vers Julien. Il était affalé contre la portière, son visage gris. Sa main était pressée contre son abdomen, le sang pulsant entre ses doigts. « Julien !» ai-je sangloté, arrachant mon foulard pour le presser contre la blessure. « Tu es sorti de la voiture, a-t-il murmuré, ses yeux flous. Je t'ai dit de rester au sol. Tu allais mourir, ai-je pleuré, pressant plus fort la blessure. Tu allais mourir et le laisser seul. Julien m'a regardé. Il a levé une main ensanglantée et a touché mon visage, étalant du rouge sur ma joue pâle. « Tu m'as sauvé », a-t-il murmuré comme s'il ne pouvait pas y croire. « Pourquoi? »« Parce que, ai-je étouffé, les larmes coulant sur mon visage, se mêlant à son sang. « Parce que nous avons besoin de vous. » Les yeux de Julien ont cligné. « Pierre !» ai-je crié. « Il s'évanouit. Roulez plus vite !» Pierre a regardé dans le rétroviseur, son visage grave. « J'appelle le chirurgien privé. Nous allons à la planque. L'appartement n'est plus sûr. Il y a une taupe. » Il connaissait notre itinéraire. J'ai tenu la tête de Julien sur mes genoux, lui caressant les cheveux, murmurant des prières que je n'avais pas dites depuis des années. « N'osez pas mourir, » ai-je chuchoté avec ferveur. « Vous n'avez pas le droit d'abandonner. » Pas maintenant. Julien Moreau, le boucher de Marseille, gisait inconscient dans les bras de sa femme de chambre pendant que la ville de Lyon pleurait la pluie contre les fenêtres. La guerre avait officiellement commencé et Sophie n'était plus une spectatrice. Elle était une combattante. La planque n'était pas un bunker. C'était une forteresse de verre et d'acier cachée au fond des forêts denses de la région de Bourgogne, à 2 heures de la ville. Elle était conçue pour être invisible de la route, un cube moderniste en porte-à-faux, au-dessus d'une rivière tumultueuse. Pierre a conduit le SUV directement dans le garage souterrain. La porte métallique a gémi en se refermant derrière nous, nous seyant à l'intérieur. « Le kit médical !» a crié Pierre aux gardes qui étaient déjà là. « Appelez le Dr Sterling sur la ligne sécurisée. Dites-lui que c'est un code rouge. Blessure abdominale, forte perte de sang. » Je me suis sorti de la banquette arrière. Ma robe était ruinée, rigide de sang séché qui n'était pas le mien. J'avais petit Julien attaché à ma poitrine dans le porte-bébé, son petit corps chaud contre mon cœur battant. Julien était inconscient. 2 gardes l'ont sorti de la voiture. Il était gris, sa tête ballottant, ressemblant étrangement à une statue tombée. « Est-ce qu'il... » Je n'ai pas pu finir ma phrase. « Il est vivant », a dit Pierre, vérifiant le pouls de Julien. « Mais à peine, nous devons le monter à l'infirmerie maintenant. » Ils se sont déplacés avec une efficacité rodée. J'ai suivi, mes jambes tremblantes si fort que j'ai cru que j'allais m'écrouler. J'ai été conduite dans une pièce blanche stérile qui ressemblait plus à une salle d'opération qu'à une chambre. Le Dr Sterling, un homme chauve avec des lunettes à monture métallique qui ressemblait à un professeur d'université mais se déplaçait comme un médecin de combat, se lavait déjà les mains. Il était arrivé en hélicoptère quelques minutes avant nous. « Mettez-le sur la table !» a aboyé Sterling. « Coupez la chemise. » Je me suis tenu dans le coin, serrant petit Julien. J'ai regardé pendant qu'il découpait la chemise sur mesure de Julien. La blessure était laide, un trou sombre et furieux juste au-dessus de sa hanche. « La balle est logée », a annoncé Sterling, posant des moniteurs sur la poitrine de Julien.
Le moniteur cardiaque a commencé à biper à un rythme rapide et erratique. La tension chute. 80/50. J'ai besoin d'O négatif. 2 unités tout de suite. Madame, vous devez partir, a dit l'un des gardes, touchant doucement mon bras. Non, ai-je dit. Ma voix était calme mais d'acier. Madame, ça va devenir désordonné. J'ai dit non. Je me suis tourné vers lui, mes yeux bleus flamboyants. Je ne le quitte pas. J'ai tenu son sang dans la voiture. Je ne le quitte pas maintenant. Le garde a regardé Pierre. Pierre a fait un bref signe de tête. Laissez-la rester. Elle l'a bien mérité. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai regardé l'homme que j'aimais être déconstruit et reconstruit. J'ai vu la pince des hémostatiques, l'aspiration du sang, le cliquetis métallique de la balle tombant dans un plateau de métal. J'ai fredonné doucement à petit Julien, le gardant calme, tandis que mes yeux ne quittaient jamais le visage de Julien. J'ai prié. J'ai négocié avec un Dieu auquel je n'avais pas parlé depuis la mort de ma fille. Prends n'importe quoi d'autre, ai-je supplié en silence. Prends l'argent. Prends ma fierté. Juste ne le prends pas. Ne fais pas de petit Julien un orphelin 2 fois. Il se stabilise, a finalement dit le docteur Sterling, retirant ses gants ensanglantés. La balle a raté le rein d'1 millimètre. Il a de la chance ou il est trop têtu pour mourir. J'ai poussé un soupir à moitié sanglot. Je me suis dirigé vers la table. Julien était pâle, branché aux perfusions et au moniteur, mais le mouvement de sa poitrine était régulier. Il a besoin de repos, a dit Sterling. Il sera inconscient pendant au moins 12 heures. Je lui ai donné un puissant sédatif. Pierre a fait sortir le médecin pour le débriefing. La pièce est devenue silencieuse, ne laissant que le bourdonnement des machines et le bruit de la rivière qui coulait à l'extérieur. J'ai tiré une chaise à côté du lit. J'ai détaché petit Julien et l'ai allaité là, dans le calme après la violence. Regarde ton papa. Petit Julien, ai-je chuchoté, caressant les doux cheveux du bébé. Il s'est battu pour nous. C'est un guerrier. Julien ne s'est pas réveillé cette nuit-là, ni le lendemain matin. Je n'ai pas dormi. J'ai arpenté la pièce. Je me suis lavé le visage dans la salle de bain attenante, empruntant une des chemises propres de Julien dans le placard que Pierre avait rempli. Elle m'arrivait aux genoux, sentant le cèdre et lui. Vers midi le 2e jour, la fièvre s'est installée. Julien a commencé à se débattre, sa peau brûlante au toucher. Il marmonnait en italien, des mots épais de délire. Marie, non, la voiture. Arrêtez la voiture. J'ai essoré un linge froid et l'ai pressé sur son front. Chut, Julien, ça va, vous êtes en sécurité. Il a attrapé mon poignet. Sa prise était étonnamment forte, ses yeux s'ouvrant en grand. Mais il ne me voyait pas. Il voyait des fantômes. Ne me quittez pas, a-t-il râlé, ses yeux sauvages et vitreux. Tout le monde part. N'allez pas dans le noir. Je ne vais nulle part, ai-je promis, me penchant, brossant les cheveux humides de son front. Je suis là. Je reste. Sophie. Sa voix s'est brisée. La reconnaissance a vacillé dans la brume de la fièvre. Oui, c'est Sophie. Le bébé. Ado, il est en sécurité. Julien a poussé un soupir tremblant. Il a tiré ma main vers le bas, la pressant contre sa poitrine, juste au-dessus de son cœur battant. Vous, dans la voiture, vous m'avez sauvé. Vous nous avez sauvés en premier. Pourquoi? A-t-il demandé à nouveau? La question le hantant même dans son délire. Je suis un homme mauvais. J'ai fait des choses terribles. Je ne vois pas un homme mauvais, ai-je chuchoté, mon pouce caressant le dos de sa main. Je vois un père. Je vois l'homme qui m'a donné un foyer quand je n'avais rien. Julien m'a vraiment regardé à travers la douleur et la fièvre. Je crois, a-t-il murmuré, ses paupières tombant alors que le sédatif le ramenait sous. Je crois que je pourrais être bon pour vous. Il s'est de nouveau évanoui, mais il n'a pas lâché ma main.
Je suis resté là pendant que le soleil se couchait, transformant les murs de verre en miroirs nous reflétant tous les deux. Le roi et la bonne, liés par le sang et les secrets. 3 jours plus tard, Julien était assis. Il était faible, ses mouvements limités par les bandages serrés autour de son torse, mais la fièvre était tombée. L'intelligence vive et calculatrice était revenue dans ses yeux. Il était assis à l'îlot de cuisine de la planque, examinant des images de vidéosurveillance sur une tablette. Je cuisinais des œufs sur la cuisinière. C'était une scène domestique qui semblait étrangement normale compte tenu des circonstances. La fuite est venue de l'équipe de transport, a dit Julien, sa voix rocailleuse mais forte. Il a repoussé la tablette avec frustration. Seules 4 personnes connaissaient l'itinéraire. Moi, Pierre, le chauffeur et le répartiteur. Pierre ne vous trahirait jamais, ai-je dit, retournant un œuf. Je ne me suis pas retourné. Il vous regarde comme un fils. Dans cette vie, Sophie, les fils tuent des pères pour une couronne. César et Brutus, c'est l'histoire du monde. Pierre n'est pas Brutus, ai-je insisté, plaçant la nourriture devant lui. Mangez. Le docteur Sterling a dit que vous aviez besoin de protéines. Julien a regardé les œufs, puis moi. Je portais un jean et un pull gris doux, mes cheveux tirés en un chignon désordonné. J'avais l'air fatigué mais résiliente. La peur qui m'avait défini quand nous nous étions rencontrés avait disparu, remplacée par une force tranquille qu'il trouvait absolument captivante. « Vous êtes devenu autoritaire », a-t-il remarqué, prenant une fourchette. « Il faut bien que quelqu'un le soit. Vous êtes un patient terrible. »« Je suis un terrible. » « Tout, a-t-il marmonné. Il a pris une bouchée, puis a fait une pause. « Sophie? »« Oui. »« Merci. Pour les œufs, pour être resté, Pierre m'a dit que vous aviez refusé de quitter la pièce pendant l'opération. Il m'a dit que vous aviez dormi dans la chaise pendant 3 nuits. J'ai rougi, me tournant vers l'évier pour cacher mon visage. Je ne voulais pas que petit Julien soit seul s'il arrivait quelque chose. Petit Julien a une chambre d'enfant au bout du couloir. Vous n'êtes pas resté pour petit Julien. Julien s'est levé. Il a bougé lentement, grimaçant légèrement, mais il s'est dirigé vers moi. Il m'a tourné pour me faire face. La cuisine était silencieuse. La forêt à l'extérieur était un mur de pin vert et de brume grise. « Pourquoi êtes-vous resté, Sophie? » J'ai levé les yeux vers lui. L'air entre nous était soudain mince, électrique. « Parce que, ai-je chuchoté, mon cœur battant la chamade, parce que je ne pouvais pas imaginer un monde sans vous. » Les yeux de Julien se sont assombris. Il a tendu la main, encadrant mon visage dans ses grandes mains rugueuses. Ses pouces ont tracé mes pommettes. « Je suis un homme dangereux à aimer, Sophie. J'apporte la guerre à ma porte. J'ai du sang sur ses mains. Je sais, ai-je dit, me penchant sous son toucher. Mais vous avez aussi de la douceur. Je l'ai vu. Si vous franchissez cette ligne, a-t-il averti, sa voix basse et rauque, il n'y a pas de retour en arrière. Vous devenez entièrement mienne, et je protège ce qui est à moi avec une violence qui vous effraiera. Je n'ai pas peur, ai-je respiré. Julien a gémi bas dans sa gorge et a baissé la tête. Le baiser n'était pas doux. Il était affamé, désespéré, une collision de 2 âmes qui avaient été affamées de connexion. Il avait un goût de café et de désir. J'avais un goût d'espoir. Il m'a attiré plus près, sifflant de douleur alors que sa blessure s'étirait, mais refusant de lâcher prise. J'ai enroulé mes bras autour de son cou, prudente de sa blessure, versant chaque oncée de mes sentiments inexprimés dans le baiser. Pendant un instant, la mafia, les armes, la famille Fournier, tout a disparu. Il n'y avait que cela, la chaleur de lui, la barbe de 3 jours contre ma peau. Le bruit de la lourde porte de sécurité s'ouvrant au rez-de-chaussée a brisé l'instant. Julien a rompu le baiser instantanément, sa main volant vers l'arme scotchée sous le comptoir. Il m'a poussé derrière lui. « Reculez !» a-t-il commandé. Pierre a fait irruption dans la pièce. Il avait l'air ébouriffé, le visage contusionné, les phalanges ensanglantées.
Il traînait un homme par le col de sa chemise. C'était Marco, le jeune chauffeur. Marco pleurait, son visage un masque de terreur. « J'ai trouvé la taupe, patron !» a craché Pierre, jetant Marco sur le sol. « Je l'ai trouvé en train d'essayer de désactiver les capteurs de périmètre. » Julien a regardé le gamin. Marco avait à peine 20 ans. « Marco Zahado, Osoe » a dit Julien, sa voix terrifiante de calme. « Je vous ai fait confiance avec la vie de mon fils. » « Je n'avais pas le choix, » a sangloté Marco se recroquevillant. « Ils ont ma sœur, patron. Fournier. Il a pris Julia. Il a dit qu'il lui couperait la gorge si je ne lui donnais pas l'emplacement. » « Alors, vous lui avez donné l'itinéraire de la clinique? »« Oui, je suis désolé. Je pensais qu'ils allaient juste vous faire peur. Je ne savais pas qu'ils utiliseraient un lance-grenade. » Et maintenant, Julien s'est approché, l'arme à la main, lourde et sombre. « Que faites-vous avec les capteurs, Marco? »« Il m'a dit de baisser les boucliers, » a chuchoté Marco. « Ou Julia meurt aujourd'hui. » Julien s'est figé. Pierre s'est figé. « Si vous baissiez les boucliers, » a demandé Julien lentement, « cela signifie qu'ils sont déjà là. » Comme sur commande, une sirène a hurlé l'alarme de proximité. « Brèche périmétrique !» a crié Pierre, sortant son arme. « Secteur 4, les bois. » Julien a attrapé Marco par la chemise, le soulevant. « D'où viennent-ils? »« De partout, » a pleuré Marco. « Il a amené tout le monde. Fournier est là en personne. Il veut en finir. » Julien a poussé Marco vers Pierre. « Enfermez-le dans la chambre forte. Si nous survivons, je déciderai s'il vit ou meurt. » Il s'est tourné vers moi. La tendresse des instants précédents avait disparu, remplacée par la résolution durcie de l'homme puissant. « Prenez petit Julien, » a-t-il ordonné. « Allez à la chambre forte au sous-sol. N'ouvrez la porte à personne d'autre que moi ou Pierre. Vous comprenez, Sophie? Julien, vous ne pouvez pas vous battre, vos pointes de suture. » J'ai attrapé son bras. « Je peux me battre, » a-t-il dit, vérifiant le chargeur de son arme. « Et je le ferai parce que vous êtes dans cette maison. » Il m'a embrassé le front, un saut dur et rapide d'une promesse. « Allez-y. » J'ai couru, j'ai sprinté dans le couloir jusqu'à la chambre de petit Julien, l'ai pris de son berceau et j'ai agrippé le sac à langer. Alors que je courais vers les escaliers du sous-sol, la première vitre s'est brisée. Crash! Une cartouche de gaz lacrymogène a roulé sur le sol du salon, sifflant une fumée blanche. Des tirs ont éclaté de la lisière des arbres. Les murs de verre de la maison, conçus pour laisser entrer la nature, éclataient maintenant vers l'intérieur, nous exposant aux loups. J'ai atteint la lourde porte en acier de la chambre forte. J'ai jeté petit Julien à l'intérieur, puis je me suis retourné. J'ai vu Julien se couvrir derrière l'îlot de la cuisine, tirant 2 balles dans la fumée. J'ai vu Pierre renverser une lourde table en chêne pour se couvrir, et puis j'ai vu la silhouette d'un homme franchir les portes vitrées brisées. Il portait un long trench coat et fumait un cigare. Marc Fournier, Julien. La voix de Fournier a retenti, joviale et terrifiante. J'ai entendu dire que tu étais mort. Je suis venu te rendre mes hommages. J'ai claqué la porte de la chambre forte et verrouillé les peines. J'étais en sécurité. Petit Julien était en sécurité. Mais l'homme que j'aimais était à l'étage, blessé et en infériorité numérique, enfermé dans une cage de verre avec le diable lui-même. J'ai glissé le long du mur, serrant mon bébé, et j'ai écouté la guerre commencer au-dessus de ma tête. À l'intérieur de la chambre forte, l'air était recyclé et froid. Je serrais petit Julien contre ma poitrine, les yeux rivés sur les moniteurs. Sur l'écran, le salon était un flou de fumée et de tirs éclairants. « Abandonne, Julien !» La voix de Marc Fournier a ricané à travers les haut-parleurs, déformée, mais dégoulinante d'arrogance. « J'ai 20 hommes. Tu te vides de ton sang, c'est fini. » Julien n'a pas répondu. Sur le flux noir et blanc granuleux, je l'ai vu tendre la main vers un panneau mural. Les commandes de la maison intelligente.
Les lumières de la maison se sont éteintes instantanément. Sur mon écran, la vue est passée à un infrarouge vert fantomatique. Pour Marc Fournier et ses hommes, le monde avait disparu dans l'obscurité totale. Pour Julien, c'était un terrain de chasse. Il se déplaçait comme un fantôme. Il ne s'est pas enfui. Il a couru vers eux. Un par un, les mercenaires de Fournier sont tombés, neutralisés par une ombre qu'ils ne pouvaient pas voir. Pierre a rejoint la mêlée derrière une table renversée, couvrant le flanc de Julien. Ce n'était pas une bataille, c'était un démantèlement chirurgical. Finalement, seul Marc Fournier est resté. Il se tenait au centre du salon brisé, tourbillonnant sauvagement avec une lampe de poche, la panique gravée sur son visage. « Affrontez-moi » a rugi Fournier aux ombres. « Sortez et mourrez comme un homme » Julien est entré dans le faisceau de lumière. Il était ensanglanté, sa chemise déchirée, ses bandages sointant de rouge. Mais il se tenait droit. Fournier a souri, pointant son Desert Eagle plaqué or sur le cœur de Julien. « Adieu, roi. » Clic, Fournier a froncé les sourcils. Il a de nouveau appuyé sur la gâchette. Clic. « Vous comptez des balles, Fournier ?» a demandé Julien, marchant d'un pas régulier vers lui. « Moi, oui. Vous en avez tiré 7 au plafond, une à la fenêtre, et vous m'avez raté 2 fois dans l'allée. J'ai une recharge. » Fournier a tâtonné pour un chargeur. Il était trop lent. Julien a réduit la distance et a planté son poing dans la mâchoire de Fournier. L'arme a cliqueté. Fournier s'est effondré, crachant du sang. « Attendez, Julien !» Fournier a reculé en s'éloignant des portes vitrées brisées. « Nous pouvons faire un marché, la moitié du territoire. » Julien se tenait au-dessus de l'homme qui avait menacé son fils. « On ne fait pas de marché avec les fantômes, » a-t-il dit froidement. D'un coup de pied sauvage, Julien a envoyé Fournier glisser par-dessus le bord du balcon en porte-à-faux et dans la rivière en furie en contrebas. L'eau a avalé le cri instantanément. Le silence est revenu dans la maison de verre. J'ai déverrouillé les serrures de la chambre forte et j'ai sprinté à l'étage, petit Julien attaché à ma poitrine. J'ai trouvé Julien affalé sur les genoux au milieu des éclats de verre. Pierre lui pressait un chiffon sur le flanc. « Julien !» Je me suis laissé tomber à terre à côté de lui. « Ça va » a-t-il sifflé, bien que son visage soit blanc comme du papier. Il a tendu une main tremblante pour toucher ma joue, puis le pied de petit Julien. « Il est en sécurité? »« Oui. » ai-je sangloté, les larmes se mêlant à la pluie qui soufflait. « Nous sommes tous en sécurité. » Julien a poussé un long soupir, posant son front contre le mien. La guerre était finie. « Alors, ramène-moi à la maison, Sophie. J'en ai assez de me battre. » 1 an plus tard, le jardin du domaine Moreau n'était plus une forteresse. C'était une maison. Petit Julien, maintenant un bambin robuste, trottinait sur l'herbe, poursuivant un chiot Golden Retriever. Je regardais depuis le patio, sirotant un thé glacé. Je portais une simple robe d'été blanche et une bague en diamant massive qui captait la lumière du soleil. Les portes vitrées se sont ouvertes et Julien est sorti. Il se déplaçait facilement maintenant, bien que la cicatrice sur son flanc resterait toujours. Il avait l'air plus jeune, le lourd poids des affaires sombres de son monde levé de ses épaules. « Pierre vient d'appeler » a dit Julien, s'asseyant à côté de moi et prenant ma main. « La fusion avec les syndicats est complète. L'entreprise est légale, Sophie. À 100%. Plus d'armes, plus de trafic. » J'ai souri, lui serrant la main. « Vous l'avez fait. »« Nous l'avons fait, » a-t-il corrigé. Il a regardé son fils jouer, un regard de paix profonde sur son visage. « J'étais un homme mort avant que vous n'entriez dans cette chambre d'enfant. Vous n'avez pas seulement nourri mon fils, vous avez sauvé mon âme. Je faisais juste mon travail, ai-je taquiné doucement. La meilleure erreur que j'ai jamais commise. » Julien a embrassé mes phalanges. « Nous n'avons jamais eu de vrai mariage, juste les papiers du tribunal pour vous garder en sécurité. Mais je veux que le monde sache, je veux me lever et faire un vœu qui n'a rien à voir avec le silence. » Il s'est penché,
ses yeux sombres pleins d'amour. Je veux promettre de vous aimer jusqu'à ce que la dernière étoile s'éteigne. J'ai souri contre ses lèvres, la veuve, la bonne et le bébé. Nous étions une mosaïque étrange et brisée qui s'accordait parfaitement. Je crois, ai-je chuchoté, que j'aimerais beaucoup ça. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. La paix est là, oui, mais elle est fragile. Parfois, je regarde Julien et je vois l'homme que j'ai appris à aimer, le père de petit Julien. Et d'autres fois, je vois encore le boucher de Marseille dans ses yeux, même si l'éclat est atténué. Est-ce que c'était le bon choix de rester, de m'enfoncer dans ce monde pour lui? Je ne sais pas. On ne sait jamais vraiment, n'est-ce pas? On prend une décision, on y met tout notre cœur et on espère. La vie, c'est un tissu de doutes et de petits miracles. Ce n'est pas une histoire de conte de fées avec une fin parfaite, mais c'est notre histoire et c'est tout ce qui compte. C'était une décision folle, totalement inconsciente vue de l'extérieur, se précipiter dans ce chaos pour un homme qui était littéralement un criminel, le chef d'une mafia. Qui ferait ça? On m'a toujours dit de fuir le danger, de me protéger. Mais à ce moment-là, dans le SUV blindé, il n'y avait plus de danger, il n'y avait que lui. Et petit Julien, je n'ai pas pu les laisser seuls. Vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Sincèrement, je me le demande